Françaises, Français, l'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Ce 16 avril 2019, Notre-Dame de Paris se réveille défigurée, mutilée. Quelques heures plus tôt, un terrible incendie a manqué de détruire la cathédrale, vieille de 850 ans. La catastrophe n'a fait aucune victime. Ce n'est que de la pierre abîmée et du bois calciné. Et pourtant, le ton solennel du chef de l'État est celui qu'on entend lorsque la nation connaît ses jours les plus sombres. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Comment l'inimaginable a-t-il pu se produire? Qui est responsable de ce drame? Souvenons-nous de ces dernières heures. Le feu se serait déclaré aux alentours de 18h50 selon les pompiers. Il a pris au niveau d'échafaudage. Tout le monde comprend que ça va être un feu historique. Ça va être un feu du Moyen-Âge, comme on en a vu dans les livres. Physiquement, on ressent quelque chose d'assez incroyable, qui est entre l'effroi et la fascination. Le feu a pris à la base de la flèche. Bon ben voilà, ça a pris à l'endroit le plus sensible. Il y a un moment où on pense effectivement qu'on ne reverra peut-être plus Notre-Dame. Que s'est-il vraiment passé? Qui avait en charge la surveillance de la cathédrale? Les secours sont-ils intervenus à temps? Pourquoi un système incendie a été à ce point défaillant? Et là, on a découvert plein de choses. Nous allons vous faire découvrir le vrai récit, à peine croyable, de cette catastrophe. Une étonnante accumulation d'erreurs. Manque de compétences, manque d'entretien, manque de moyens. Et il manquait, j'allais dire, plus qu'une étincelle pour que ça prenne. En fait, tout est parti d'une idée fausse. Que si un feu devait arriver à cet endroit-là, il serait à propagation lente. Alors, le 15 avril va montrer exactement l'inverse. Les ouvriers du chantier de rénovation que tout semble accuser ont-ils une responsabilité dans le drame? On nous dit qu'on est des assassins, on nous dit qu'il faudrait qu'on brûle nous-mêmes, qu'il faut qu'on regarde derrière nous maintenant quand on se promène dans la rue. Ou bien pourrait-il y avoir d'autres responsables extérieurs au chantier? La glissade de l'extrême. Ces personnes restent une nuit entière sur le toit, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Si des caméras avaient été installées, on pourrait dire avec certitude, est-ce que quelqu'un est monté? Est-ce que quelqu'un est venu déposer quelque chose? Il n'y a pas de caméra. Alors, où se trouve la vérité? L'incendie de Notre-Dame aurait-il pu être évité? Jamais je me suis dit qui est coupable. Jamais. Jamais. Voici les coulisses du spectaculaire incendie qui a pétrifié la France le 15 avril 2019. Sur l'île de la Cité, la cathédrale de 127 mètres de long et 48 mètres de large en impose depuis la fin de sa construction en 1345. C'est probablement ce qui explique l'afflux incroyable de touristes qui viennent du monde entier admirer Notre-Dame de Paris à longueur d'année. Et ce succès dépasse largement l'attrait du symbole religieux qu'elle incarne. Notre-Dame, c'est une cathédrale, mais c'est aussi une image. Déjà au XVIIIe siècle, on dit que c'est la paroisse de la nation. C'est-à-dire que tous les grands corps de l'État, toutes les grandes cérémonies qui fédèrent la nation ont lieu dans cette cathédrale. Et puis au XIXe siècle, grâce à la littérature, Notre-Dame dépasse les frontières. Le roman de Victor Hugo est un immense succès en France et à l'étranger. Notre-Dame de Paris va donc progressivement changer de statut. On peut même la qualifier presque d'icône pop, parce que
Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale, mais c'est le roman, c'est la comédie musicale, c'est le dessin animé, c'est tout cet imaginaire qui finalement va ancrer un édifice du Moyen-Âge dans la culture mondialisée du début du XXIe siècle. Alors, personne ne se doute évidemment que dans quelques jours, un drame épouvantable va se produire. Un incendie d'une ampleur jamais vue. Pourtant, avant même la catastrophe, Notre-Dame de Paris est dans un piteux état. Le bâtiment tombe en décrépitude. La cathédrale est bien fatiguée, parce que pendant de nombreuses années, tous les travaux extérieurs n'ont pas été faits. Concrètement, on voit que les pierres s'érodent. Ça s'effrite, la pierre est malade. La pierre est malade à cause de la pollution, et puis surtout parce qu'elle n'est pas jeune. Voilà. Les matériaux s'usent, se cassent. Ce ne sont pas des matériaux qui sont inaltérables à vie, c'est comme tout matériau. Ils s'usent sous les intempéries, sous le vent, sous la pollution. Donc on se contente de numéroter les pierres qui sont tombées, on se contente de regarder la fatigue des pierres. Il y a certaines pierres, notamment les arcs-boutants, qui sont dans un triste état. Ça déstabilise l'ensemble de la structure du chevet. Donc il faut absolument, en urgence, commencer les travaux. Ce qui inquiète, plus encore que les vieilles pierres, c'est cette célèbre flèche sur la toiture. Elle a été ajoutée à la cathédrale en 1860 par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Et elle est dans un état totalement déplorable. La flèche, elle est en bois, elle est recouverte de plomb. Et c'est vrai qu'elle était très noire, très abîmée. Cette flèche, qui culmine à 96 mètres de haut, constituée de 500 tonnes de bois et de 250 tonnes de plomb, risque de s'écrouler. Pour l'atteindre et la voir de près, il faut aller au-dessus de cette immense voûte en pierre qui recouvre la partie centrale du bâtiment. Ouvrir une porte qui mène à la charpente en bois qui date du Moyen-Âge. C'est la célèbre forêt de Notre-Dame. Elle soutient la toiture de la cathédrale. Il faut enfin gravir un petit escalier en colimaçon. Et c'est là que Philippe Villeneuve, l'architecte qui s'occupe de Notre-Dame, peut mesurer la dégradation de la flèche emblématique qu'il est grand temps de restaurer. Quand on tape là-dessus, déjà, on voit des éléments qui sont un petit peu blancs. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, vous voyez ça? C'est le plomb qui s'est décomposé en céruse. C'est-à-dire que le plomb, à l'origine, était épais comme ça. Et maintenant, le plomb, il est plus épais que de ça. Parce que le plomb donc, s'use aux intempéries, devient plus mince, se casse. Et l'eau entre à travers ces cassures et risque d'abîmer la charpente de la flèche. Notre enquête va le montrer. Cette flèche en mauvais état a sans doute joué un rôle déterminant dans l'incendie de la cathédrale. Pourtant, fin 2017, il avait été décidé de remédier à ce délabrement. Cette année-là, l'État acceptait de lancer un grand chantier de rénovation. Oui, alors c'est vrai qu'il faut comprendre que les cathédrales appartiennent à l'État, pour la plupart d'entre elles en France, et qu'ensuite elles sont, ces cathédrales, affectées au culte, en lien avec l'évêché et les équipes de la paroisse. Les travaux sont programmés pour durer 10 ans. Et la facture s'annonce particulièrement salée. Oui, le chantier, quand j'ai évalué un petit peu ce que je souhaitais faire, c'était, on m'a dit, il y en a pour 150 millions. Alors bon, vous savez, quand c'est un tel chiffre, on ne se rend même plus très bien compte, surtout pour un curé. Donc 150 millions, j'ai signé avec le président Hollande un contrat, comme quoi, si je donne 2,5 millions, l'État donnerait 2,5 millions.
Et quand je suis ressorti sur le perron de l'Élysée, M. Hollande m'a dit « Eh bien, monseigneur, bon courage ». Et je lui ai dit « Je vais faire la danse du ventre ». Devant tous ces mécènes pour qu'on puisse avoir l'argent. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin. À la fois j'ai vu les Parisiens, j'ai vu les grands entrepreneurs, et puis je suis allé faire aussi un tour aux États-Unis. Voilà. La récolte de l'ensemble des fonds, notamment auprès des mécènes américains, doit s'étaler sur plusieurs années. Et le chantier de rénovation commence dans l'optimisme. Mais l'impensable va bientôt se produire. 11 avril 2019. Les ouvriers chargés de la rénovation de la cathédrale s'activent. Ils assemblent les 50 000 tubes d'acier qui vont corseter Notre-Dame de Paris au niveau de la flèche. C'est une société familiale de l'Est de la France qui a conçu cet échafaudage hors norme et qui le monte. Pour les hommes et les femmes qui composent la société, oui, c'est une grande fierté, parce qu'on intervient sur un ouvrage emblématique, sur un ouvrage symbolique. On sait que, voilà, qu'il y a ce type de restauration, on n'intervient que tous les 100, 150 ans. Donc c'est un vrai privilège, et forcément on essaye de se montrer digne du privilège qui nous est accordé. Le 11 avril, toutes les statues de la flèche ont été descendues pour partir en restauration, et aussi pour continuer à monter l'échafaudage pour atteindre le sommet de la flèche. Et voilà, il y avait un très beau ciel bleu, la lumière était merveilleuse. C'est la vision de ces statues qui s'envolent, qui sont accrochées au bout d'un filin, puis après qui atterrissent dans le camion qui va les emporter. Je veux dire, c'était un grand jour, un moment féerique, un jour de fête pour tout le monde. Voilà, tout se passait très très bien. Ceux qui y ont assisté n'oublieront jamais ce moment magique. Évidemment, ils ne le savent pas encore, mais ils ne reverront jamais Notre-Dame telle qu'ils l'ont vue ce jour-là. « 15 avril 2019. Dans quelques heures, l'incendie va ravager Notre-Dame de Paris. Le feu va être d'autant plus dévastateur que par un terrible concours de circonstances, les secours vont mettre énormément de temps à intervenir. Pour Joachim, le gardien de la cathédrale, cette première journée de la Semaine Sainte commence pourtant normalement. Dans quelques minutes, à 8 heures, les premiers visiteurs vont se présenter. 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui encore. Alors il faut que tout soit prêt, rangé et propre. Parmi le personnel qui travaille déjà, il y a un homme qu'on ne voit pas. Il est calfeutré dans le presbytère. C'est cette petite maison collée au flanc de la cathédrale, à droite du parvis. Cet homme ne bouge pas de son minuscule bureau, installé au rez-de-chaussée. Pour lui, cette journée est importante, car il vient tout juste d'obtenir son emploi ici. Il est surveillant du système incendie. Au petit presbytère qui est sur le côté de Notre-Dame, il y a un employé de la société Elitis, qui est la société de gardiennage, de surveillance, qui ce jour-là, le 15 avril, n'est là que depuis 3 jours. C'est sa 3e journée seulement à Notre-Dame. Un débutant. C'était la première fois qu'il était affecté à la surveillance d'incendie de ce bâtiment. Il est complètement novice, il connaît très peu les lieux, il passe son temps assis à regarder un panneau de contrôle avec des diodes qui signaleraient le début d'un incendie. Oui, lui il regarde les voyants, il y a un voyant feu s'il y a un incendie ou un détecteur qui détecte une fumée dans la cathédrale. Oh ben c'est un brave garçon, mais qui ne connaît pas le fonctionnement de cette cathédrale est immense, il y a plein de recoins, des escaliers, des couloirs. Ils ont dit qu'il faut des mois pour connaître à peu près le fonctionnement spatial de cette cathédrale, connaître un peu ses recoins, c'est pas, je ne dis pas, même pas ses secrets, mais un peu comment ça fonctionne. Lui, il a fait juste un petit stage avant, il est là tout seul. Le nouveau surveillant est tout seul et il ne connaît pas la cathédrale. Mais à ce moment-là, il n'a pas de raison de s'inquiéter.
Depuis le Moyen-Âge, aucune catastrophe ne s'est abattue sur Notre-Dame de Paris. Le miracle de Notre-Dame, ce sont ces 850 ans traversés finalement sans que les incendies, sans que les guerres, sans que les pillages n'atteignent cette cathédrale. Et donc, elle avait survécu à tout. Et en plus, il y avait ce sentiment, si vous voulez, cette église, elle est là depuis quasiment l'éternité, elle sera là pour l'éternité, elle est protégée par Dieu, par la Vierge, par qui vous voulez, par tous les saints, donc elle ne bougera pas, sans penser une seconde que c'est qu'une œuvre humaine et que donc elle est tout à fait mortelle. « 17h. La journée s'est écoulée sans incident particulier. Sur l'échafaudage, autour de la flèche, il n'y aura bientôt plus aucun bruit. Les ouvriers rangent leurs outils et ils s'apprêtent à quitter le chantier. C'est une journée classique. Les outils, c'est marteau et une clé. Il n'y a pas d'outils électriques, il n'y a pas de travaux par point chaud. Il y a encore moins de chalumeau. Vers 17h, 17h15, les équipes quittent le chantier, referment le portail aux environs de 17h20, 17h30 pour les derniers. À l'intérieur de la cathédrale, Laurent Prade, le régisseur, enferme le trésor de Notre-Dame. Il est constitué de pièces d'art et d'objets précieux, dont les reliques du Christ. Des volets métalliques qui sont toujours mis en action le soir quand on ferme le trésor. Comme ceci. Au PC Sécurité, le nouveau surveillant du système incendie commence à être fatigué et il a faim. Il faut dire qu'il n'a pas bougé depuis qu'il est arrivé à 7h du matin. Il devrait déjà être parti, mais il n'a pas de chance. Il a été obligé de rester. Il prend son service à 7h du matin. Il devrait normalement finir en début d'après-midi et être remplacé au pied levé par un autre agent de la société. Eh bien, il n'est pas du tout remplacé parce que, tout simplement, l'agent qui devait le remplacer n'est pas là. Il y a un empêchement. Un empêchement de dernière minute, ça arrive. Et donc le chef, par téléphone, lui demande à cet employé novice de continuer la journée. En état de refuser, il continue. Il est 18h15. Le père Jean Caveau célèbre la dernière messe de la journée. Joanne Vexo, l'organiste, est installée à l'orgue de chœur. La messe commence à l'heure, la procession arrive par la sacristie tout à fait normalement. Les premières minutes de la messe se déroulent de manière ordinaire et tout va bien. Pendant ce temps-là, l'agent débutant du PC Incendie, installé dans le presbytère, a quitté son poste depuis quelques minutes. Il est finalement parti manger un morceau. Il n'en pouvait plus d'avoir faim. Il est là depuis le matin, 7h du matin. Vers 18h, ce garçon descend dans la pièce en sous-sol pour casser une croûte. Il y a nécessairement une petite entorse au règlement, puisque sur le papier, l'agent de surveillance ne doit pas quitter des yeux le panneau de contrôle. Il est 18h18. Le scénario de la catastrophe vient de se déclencher. Quelque part, dans la cathédrale, un détecteur de fumée est activé et un voyant lumineux s'allume au PC Sécurité. C'est une alarme silencieuse, car, et ça peut paraître étonnant, le son a été coupé afin de préserver la tranquillité du presbytère. Il y a ce voyant rouge qui s'allume avec marqué feu, F-E-U en majuscule, et puis un message. Alerte feu, comble, nef, sacristie. Si vous n'avez pas de système sonore et que l'alarme se déclenche, mais que vous avez un employé qui a pris une pause de 2 minutes pour se faire réchauffer son pot à micro-ondes, on peut peut-être déjà perdre 2 minutes qui sont trop tard.
L'une des pistes qui a été évoquée, c'est de dire que peut-être l'employé n'était pas face à son poste, qu'il n'était pas face au poste de sécurité incendie quand l'alarme se déclenche. Déjà, on perd 2 minutes parce qu'il faut que le gars il remonte de l'endroit où il était en train de casser la croûte et qu'il revienne à son poste de travail. Nous, d'ailleurs, la chronologie qu'on a, c'est que la première alarme se déclenche à 18h18 et l'employé appelle ses collègues du diocèse à 18h20 en leur disant « il y a sûrement un incendie ». Le surveillant qui débute à Notre-Dame essaie d'indiquer par talkie-walkie aux agents qui sont dans la cathédrale à quel endroit le détecteur de fumée s'est déclenché. Mais apparemment, les indications qu'il communique prêtent à confusion. Il lit un message qui est extrêmement confus. Comble, nef, sacristie. Alors il dit 3 choses à la fois. Il dit qu'il y a une alerte feu dans les combles, donc dans la partie supérieure, nef, sacristie. Alors nef, sacristie, c'est 2 choses un peu différentes, puisque la nef, c'est la partie centrale de la cathédrale, et sacristie, c'est ce petit bâtiment à côté. Alors ils sont 5 sur le talkie-walkie à entendre ce message d'alerte, un peu confus, dont Jean-Paul, un ancien gendarme à la retraite, qui arrondit un peu sa retraite et ses fins de mois en faisant de la surveillance à la fois des fidèles et à la fois des visiteurs, puisque Notre-Dame est à la fois un lieu de culte et à la fois un lieu de visite. Et ce jour-là, à cette alerte, feu, comble, nef, sacristie, il décide de foncer à la sacristie, Jean-Paul. C'est le protocole en vigueur à Notre-Dame de Paris. Lorsque l'alarme incendie se déclenche, il ne faut pas appeler tout de suite les pompiers. Avant de prévenir les secours, il est obligatoire d'aller d'abord à l'endroit indiqué par le détecteur de fumée pour vérifier s'il y a bien ou non un départ de feu. Voilà, le gars, si ça se met à sonner, il appelle tout de suite les surveillants pour ce qu'on appelle une levée de doute. Est-ce que c'est la machine qui s'est mise en route comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment feu? Voilà. Et donc, dès qu'il dit feu à la sacristie, le gars, il court à la sacristie. Et il ne voit rien parce qu'il n'y a pas d'incendie à cet endroit-là. Ils regardent dans d'autres recoins de la sacristie, ils vont même dans le presbytère, ils regardent, ils fouillent partout, ils ne trouvent rien. Comme il n'y a rien, par talkie-walkie, il prévient l'agent d'Elitis qui est resté devant son tableau de contrôle en lui disant « il n'y a rien ici ». Il dit « RAS, rien à signaler, fausse alerte » entre guillemets. Seigneur, Dieu, viens à mon aide. Tandis que l'agent de sécurité s'interroge sur le départ de feu, la messe suit toujours son cours. L'alerte silencieuse n'a bien sûr dérangé personne. Mais 5 minutes se sont écoulées. Et alors là, le système de sécurité incendie est prévu pour que quand un voyant s'allume, il faille dans les 5 minutes aller pousser un interrupteur à l'endroit désigné pour lever le doute. Mais là, Jean-Paul, il ne peut pas lever de doute puisque dans la sacristie, il n'y a pas d'incendie. Sauf que la machine marche extrêmement bien. Et la machine, elle sait qu'il y a un incendie. Et donc là, il y a une deuxième alarme aux alentours de 18h25, cette fois-ci sonore. Qui retentit dans la cathédrale. Donc une alarme entrecoupée de messages en français et en anglais qui demande aux personnes présentes de quitter les lieux immédiatement tout en gardant leur calme. Votre attention s'il vous plaît. En raison d'un accident, veuillez évacuer les locaux par les issues de secours les plus proches. Le public évacue la cathédrale dans le calme, pendant que la plupart des employés restent encore à l'intérieur de l'église où sonne l'alarme. Ce signal d'alarme que j'entends dans la cathédrale le soir du 15 avril, c'est la première fois que je l'entends. Nous avons tous l'habitude d'entendre l'alarme du trésor qui se met à sonner parfois de manière intempestive. Si un touriste pose sa main sur une vitrine de manière un peu trop appuyée, donc nous avons l'habitude de l'entendre celle-ci. Mais en tout cas, l'alarme qui résonne dans la cathédrale le lundi 15 avril au soir, ça c'est la première fois. Mais à côté de l'organiste, dans la cathédrale presque vide, il y a maintenant André Finot, le directeur de la communication de Notre-Dame de Paris. Et lui, il a déjà entendu ce signal sonore. Cette alarme, en fait, je la connais, je la reconnais, puisque 10 jours avant, il y avait eu un exercice incendie dans la cathédrale. Donc je reconnais cette alarme. Moi, j'ai pas spécialement de crainte, l'organiste non plus.
Je me souviens avoir un peu rigolé avec lui sur le fait qu'on coupe la messe, qui n'est pas habituel. Voilà. Merci le système incendie qui ne fonctionne pas. « 18h30. Notre-Dame est toujours semblable à elle-même, immuable, depuis 850 ans. Ce lundi 15 avril, en dehors de cette messe interrompue et de cet étrange problème d'alarme, tout semble décidément comme d'habitude. Personne ne voit de flamme, personne ne sent la moindre trace de fumée. Il y a Jean-Paul qui, lui, continue d'avoir des doutes. Et puis ce voyant qui, dans le bâtiment de sécurité, continue de clignoter. Alors l'agent d'Elitis, lui, il est troublé. Il téléphone à son chef. Il est 18h32 ou 33. Le chef ne répond pas. Au PC Sécurité, comme dans la cathédrale, tout le monde est dubitatif. S'agit-il d'un problème informatique du système de sécurité ou d'un détecteur de fumée défectueux qui provoque une fausse alerte? On discute les uns avec les autres. Évidemment, on discute de ce signal d'alarme. Tout le monde s'interroge. On ne voit pas de flamme, aucun dégagement de fumée, pas d'odeur particulière. Je pense objectivement que c'est un problème du PC de sécurité ou un dysfonctionnement du système d'alarme. Je quitte définitivement la cathédrale et en sortant sur le parvis, je me retourne encore, j'allais dire pour m'assurer que tout va bien, je regarde la façade et là encore, aucun dégagement de fumée, aucune flamme, rien du tout. Donc je rentre chez moi tout à fait sereinement. Dans le presbytère, le surveillant novice est toujours sans nouvelles de son chef. Le stress l'envahit, car sur son tableau de contrôle, le voyant feu continue de clignoter. C'est à n'y rien comprendre. Il s'inquiète, et puis il ne sait pas quoi faire. Donc il finit par avoir son chef qui le rappelle, on a perdu un bon quart d'heure, et il lui dit, voilà, ce voyant clignote, on ne comprend pas où, on ne comprend pas ce que ça désigne, c'est le voyant ZA 110 315 1. Le chef se renseigne, il a un manuel avec lui. C'est complexe, évidemment, on aurait pu imaginer que sur une cathédrale, il y ait des points lumineux qui correspondent à des endroits précis de la cathédrale avec un dessin. Et c'est le chef qui va se rendre compte du drame en route. Il est 18h43, c'est-à-dire que le feu a démarré il y a plus de 20 minutes. Le chef rappelle directement Jean-Paul, le gendarme. Il gagne du temps, le chef. Il ne rappelle pas son employé au PC de sécurité. Il sait que lui va rester au panneau, mais qu'il faut d'urgence envoyer quelqu'un à un autre endroit, dans la nef, c'est-à-dire dans la charpente, dans la forêt de la cathédrale. L'ordre donné est donc d'aller regarder maintenant la charpente de la cathédrale. Au même moment, juste à côté, dans la rue du Cloître qui longe Notre-Dame, dans les bureaux du diocèse de Paris, Étienne Castelin, qui travaille au service communication, est assis à son bureau. Et quelque chose attire son attention. Je commence à sentir une odeur de brûlé, mais c'est une odeur qui ne me marque pas forcément. Comme dans le quartier, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'activités, et surtout que les travaux de restauration de Notre-Dame avaient déjà démarré, il n'y avait pas quelque chose d'alarmant. Et c'est quelques minutes plus tard, plus vers 18h40, 45, dans ces eaux-là, que l'odeur est vraiment là. Ça pose quand même question. Mais surtout, on voit qu'il y a de l'agitation dans la rue. Et donc, ils lèvent tous la tête. Donc, je lève la tête. Et là, on voit qu'il y a de la fumée qui commence à sortir du toit de Notre-Dame. J'avais ma caméra sous la main. J'essaie de filmer un peu comme ça. J'ai vraiment des images qui montrent les premiers instants de l'incendie. On m'entend moi en train de dire « Ah putain, fais chier ». Oh putain, fais chier. C'est horrible. À ce moment-là, il n'y a pas de flamme, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se dérouler. À l'extérieur de Notre-Dame, les passants observent cette curieuse fumée sortir de la cathédrale. Mais à l'intérieur de l'église,
personne ne se doute de rien. Jean-Paul, le surveillant, se dirige vers le nouvel endroit qu'on lui a demandé de vérifier. Donc le surveillant emprunte l'escalier sud de la cathédrale, puisque c'est l'escalier qui est le plus proche de la sacristie, et il s'avère que c'est l'escalier qui monte directement au comble. Le surveillant a 387 marches à monter pour atteindre les combles de la nef. Cette ascension va lui prendre 6 à 8 minutes. Pendant ce temps, dehors, le public filme la fumée qui s'échappe de la toiture et les vidéos commencent à circuler sur Internet. Il faut savoir qu'on voit sur les réseaux sociaux les images de l'incendie avant que les pompiers soient appelés, en fait. C'est ça qui est assez curieux et qui, je pense, a choqué beaucoup de gens. Je vois des flammes. Je vois le feu, il y a du feu. Il y a du feu. Il y a le feu qui est pris en haut. Pendant que les touristes filment, à l'intérieur de la cathédrale, Jean-Paul, le surveillant, a encore quelques marches à monter. Il ne sait toujours pas ce qui se passe dans les combles de la nef, et il n'est pas le seul. Patrick Chauvet, le patron de Notre-Dame, ignore tout également de la situation. Il a quitté son église avant que l'alarme ne sonne et il se promène dans le quartier. Et je dis bonjour aux commerçants, vous savez. Mes brebis, ce sont les commerçants. Hein, c'est mon quartier. Je vais chez Mado, la célèbre Mado de la rue du Cloître. Voilà, je m'arrête, elle m'offre un verre. Donc, je m'assois sur la petite terrasse devant. Hein. Et puis, elle me dit, tiens, monseigneur, c'est bizarre, il y a de la fumée au-dessus de la flèche. Bon, je regarde. Et tout de suite, je me suis dit, anormal. Ça y est, le surveillant arrive enfin à proximité de l'immense charpente en bois de la cathédrale, la célèbre forêt de Notre-Dame, qui date du Moyen-Âge. Il ouvre une première porte, puis une seconde, et là, il sera le dernier à voir la forêt du Moyen-Âge, puisque déjà, elle commence à brûler. Cette fois, c'est certain, il y a le feu dans la toiture, au niveau de la flèche de la cathédrale. Le surveillant considère qu'il ne peut plus rien faire. Il ne cherche pas à saisir un extincteur pour éteindre les flammes. La version qu'on a pour le moment connue, c'est de dire que les flammes étaient trop hautes et qu'elles auraient été de toute façon inarrêtables avec un petit extincteur. Et en fait, du coup, l'employé n'essaye même pas, de toute façon, la sidération parce que le feu a déjà embrasé une grande partie de la toiture. Face à lui, le surveillant ne voit donc pas un simple départ de feu, mais un incendie qui s'est déjà considérablement développé. Là, Jean-Paul, on imagine, il est cette fois-ci 18h50 à peu près. Et là, il hurle dans le talkie-walkie. Il y a le feu, appelle les pompiers. L'agent qui se trouve au PC Sécurité reçoit le message et téléphone enfin aux pompiers. C'est la caserne de la rue de Poissy, située à 5 minutes de la cathédrale, qui est la première mobilisée. Il est 18h51 et 17 secondes quand la caserne des pompiers reçoit l'appel « Feu à la cathédrale Notre-Dame ». Regarde, les flammes sortent. Regarde, les flammes, c'est en train de tout brûler. 33 minutes se sont écoulées depuis le déclenchement de la première alarme. Les pompiers sont maintenant en route. Regarde, les flammes. Mais cette demi-heure perdue a de lourdes conséquences. Les flammes transpercent la toiture. Entre le moment où le voyant s'allume et le moment où les pompiers sont prévenus, 18h18, 18h51. Il y a une perte de temps insensée. Et c'est un amateurisme complètement fou. Ce qui est certain, effectivement, c'est que pendant une demi-heure, le feu ou plus, le feu a pu se propager sans qu'il soit arrêté. Notre-Dame brûle. Et le public, comme les ecclésiastiques, regarde impuissant la cathédrale séculaire attaquée par le feu. Et je me dis à ce moment-là, ma première réaction, c'est de dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un attentat? Comme tout le monde, on dit merde, c'est un attentat, quoi. Donc je me précipite vers le parvis. Je croise le recteur, monseigneur Chauvet, sur le parvis. On est à la gare, on comprend pas. J'ai les bras ballants. Voilà, je ne sais pas quoi faire.
J'attends les pompiers, je trouve que ça, c'est lent, mais c'est comme ça. Surtout que je vois déjà les flammes autour de la flèche sur le toit. Un incendie est en cours à Notre-Dame de Paris, un incendie majeur, Jean-Alphonse Richard. Absolument, le feu a pris dans la cathédrale il y a à peu près 40 minutes. Il est bientôt 19h et les premiers véhicules des sapeurs-pompiers se présentent devant la cathédrale. Une équipe va monter dans les combles, en reconnaissance, et le combat contre les flammes va bientôt commencer. Entre le moment où la première alarme se déclenche, vers 18h18, et le moment où les pompiers sont vraiment opérationnels, il y a plus de 45 minutes, quasiment 1 heure. C'est vraiment une bataille de terrain, là où en fait le feu progresse et ils n'arrivent pas à l'arrêter. C'est que le terrain sur lequel doivent intervenir les sapeurs-pompiers de Paris se situe à plus de 40 mètres de hauteur. Quant à la flèche de la cathédrale, elle culmine à 96 mètres, ce qui pose immédiatement un problème aux soldats du feu. Les pompiers de Paris ont tout de suite un problème. Le problème des pompiers de Paris, c'est qu'ils ne disposent pas de ces fameux bras articulés, ces camions avec un bras articulé qui leur permet de monter sans échelle très haut. Ce sont les pompiers de Versailles qui en ont. Les pompiers de Versailles en ont 2 même. Ils en ont un qui monte à 43 mètres et un autre à 46 mètres. Parce que les pompiers de Versailles, il y a quelques années de ça, se sont dit, tiens, si ça brûle au château, dans la charpente du château, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé, c'était une bonne idée, de commander 2 de ces engins qui pourraient monter assez vite, assez haut. Les camions avec les bras articulés qui seraient adaptés pour combattre le feu de Notre-Dame se trouvent donc à plus de 20 km de la cathédrale, chez les pompiers de Versailles. Mais ils ne vont pas y rester longtemps. Ce soir-là, en apprenant en direct, lui aussi, le feu de Notre-Dame, un des anciens pompiers de Paris, en poste à Versailles, propose instantanément à ses anciens chefs, les 2 généraux parisiens, de mettre à leur disposition les 2 bras articulés versaillais. C'est une bonne idée, mais il faudra quand même plus de 35 minutes aux 2 engins versaillais pour rejoindre l'île de la Cité. 33 minutes qui s'ajoutent encore à la demi-heure perdue pour mobiliser la première caserne. Décidément, les cafouillages semblent s'accumuler pour empêcher de conjurer la catastrophe. Ceux qui regardent le brasier pensent que la charpente de la cathédrale est condamnée. Il y a des cafouillages qui sont liés à une mauvaise transmission d'informations entre ceux qui observent et ceux qui vont voir. Il y a un cafouillage aussi qui fait que la seule échelle suffisamment grande pour amener là où il faut le matériel et les pompiers, elle se trouve à Versailles et pas à Paris. Et c'est ça qui fait la catastrophe, c'est quand plein de petits trucs, plein de petits rouages qui devraient être huilés ne le sont pas, et que ça coince. Le feu de la charpente consume la toiture de plomb, qui entre en fusion et dégage une épaisse fumée orange visible à des kilomètres à la ronde. Un grand panache de fumée jaunâtre s'élève au-dessus des toits de Paris. Et là, je me rends compte qu'il y a un spectacle dont j'ai tant de fois parlé à mes étudiants, un incendie majeur de cathédrale. Le feu qui dévore la charpente transperce progressivement la toiture en plomb, la dévore, laissant apparaître ce squelette enflammé. C'était une image absolument dramatique. Quand je vois cette toiture en flammes, je comprends de toute façon que c'est quasiment fini pour la toiture. Et oui, je suis bouleversé, c'est insupportable, j'ai l'impression de perdre ma 2e maison. C'est du bois sec. Ça ne peut que flamber à une vitesse effroyable. Donc, c'est une torture, parce que la charpente, c'est une des pièces les plus précieuses de la cathédrale. La charpente de Notre-Dame, c'est ce qu'on appelle la forêt. La forêt, parce qu'il y avait entre 2000 et 3000 chênes qui avaient été abattus pour la réaliser, avec des bois qui datent entre 1160 et 1180, d'autres bois qui sont des années 1220-1240, tout ça a été remanié, mais
Le 15 avril 2019, tout est intact. La forêt est globalement conservée. Toujours, je me suis posé toujours cette question en disant mais mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait jamais l'incendie dans cette charpente, parce que c'est inestimable. C'est un trésor hors de prix. Le feu a pris il y a plus d'une demi-heure. Et même si les pompiers sont maintenant à l'œuvre avec leurs lances à incendie et les bras élévateurs arrivés de Versailles, il n'y a plus de doute. C'en est fini de la toiture et de la charpente du Moyen-Âge. Cependant, ceux qui connaissent l'architecture des cathédrales sont persuadés que les dommages vont s'arrêter là et que l'incendie ne peut pas menacer le reste de l'église. Je sais, parce que je l'ai lu dans les livres, je sais que le feu ne peut pas entrer dans la cathédrale. L'architecte du Moyen-Âge avait anticipé ce feu. Dans l'architecture gothique, la charpente est isolée du reste du bâtiment par la voûte en pierre. La charpente peut brûler, mais la voûte en pierre résiste généralement, ce qui limite la propagation des incendies. Seulement, il y a un problème que l'architecte du Moyen-Âge ne pouvait pas prévoir. Le problème, c'est la flèche. La flèche, en tombant, fait un trou dans les voûtes. Et là, le risque, c'est que, effectivement, le feu entre dans la cathédrale. Là, on voit l'ampleur. C'est un côté apocalyptique. Cette flèche qui domine, cette flèche qui est élevée vers le ciel, de la voir tomber, s'écrouler, c'est l'image un peu de Notre-Dame qui s'écroule. Qui s'écroule. Alors la flèche s'écroule, il est 19h55, 57, il n'est pas encore 20h. En s'écroulant, elle va crever une partie de la nef et les débris de la flèche vont continuer de brûler à l'intérieur de la cathédrale, sur le sol. J'ai vraiment l'impression que c'est le moment décisif. L'impact de la flèche qui s'écroule sur la voûte du transept, c'est le moment où la cathédrale peut vraiment perdre l'équilibre. Une cathédrale, c'est un ensemble architectural très fragile où la répartition des forces permet que le tout tienne. Comme là, ça a perturbé la répartition des forces, il y a un vrai risque que finalement, par un effet domino, la cathédrale s'effondre. Tout dépend de la voûte. L'effondrement de la voûte de la croisée du transept peut provoquer des désordres dans les piliers majeurs de l'édifice et provoquer l'effondrement de parties décisives. Il y a un moment où on pense effectivement qu'on ne reverra peut-être plus Notre-Dame. Il est 20h et la menace d'un effondrement général de la cathédrale s'impose. Pour les sapeurs-pompiers de Paris, dirigés par le général Gallet, le risque de périr au sein du bâtiment devient intolérable. Et quand la flèche s'écroule, le général Gallet, il a un réflexe. C'est d'ordonner l'évacuation générale. Il ne veut plus un pompier dans Notre-Dame. Il ne veut pas courir le risque que la cathédrale s'écroule sur un de ses hommes. Il ne veut pas courir le risque qu'un des pompiers y laisse sa vie. Une vie humaine ne vaut pas le prix d'une cathédrale. La chose la plus importante, c'était de sauver les vies.
Un bâtiment, il se reconstruit. Enfin, une vie, elle ne se reconstruit pas. Elle est partie, elle est partie. Les pompiers se replient. La cathédrale, à 20h, est livrée elle-même, est livrée au feu. Cette cathédrale, elle vous échappe. Et ça, c'est une épreuve. Je me disais, c'est pas possible qu'on laisse tomber, que le bon Dieu me laisse tomber avec... Ah non. Je l'ai interpellé. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Oui, pourquoi, Seigneur? Il m'a pas répondu. J'ai vu la flèche tomber devant moi. Ça a été très dur. Parce que j'ai été très fortement marqué par le film Disney, Le Bossu de Notre-Dame, qui, comme ça peut paraître très bête, mais finalement, ce film, c'est ma Reine des Neiges à moi. J'avais 6-7 ans, donc c'est l'âge parfait où on peut entraîner ses parents au cinéma. Et je vois mon Disney qui brûle. C'est un bout de l'enfance qui est en train de s'arracher, mine de rien. Je le vis très fort. Après 850 ans d'histoire, c'est sans doute la fin de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, le chef de l'État, vient voir la vieille cathédrale à l'agonie. Et devant ce spectacle de destruction, chacun se demande déjà comment un tel drame a pu se produire. La plupart de ces incendies sont causés par des négligences. Depuis plusieurs mois, on voyait Notre-Dame en chantier, on voyait les ouvriers s'affairer, on voyait ce spectaculaire échafaudage monter. Et devant l'incendie, quand j'imagine la cause, j'imagine un accident de chantier. C'est-à-dire au moment où on va manipuler le feu près du bois, par exemple, on va avoir un brasero qui se renverse. Donc, paradoxalement, c'est quand on veut préserver la cathédrale, transformer la cathédrale, embellir la cathédrale, qu'on risque le plus de l'anéantir. Un incendie provoqué par un chantier. Ce ne serait pas la première fois qu'un tel sinistre survient dans une cathédrale. Ce qui lui ressemble le plus et qu'on puisse voir dans des images d'archives, c'est l'incendie de la cathédrale de Nantes en 1972, où là aussi on a un brasier absolument incroyable qui dévore l'ensemble d'une toiture de cathédrale en un temps assez réduit. En quelques minutes, hier, des siècles d'histoire en fumée. Un violent incendie a embrasé dans l'après-midi une partie de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Le sinistre est peut-être dû à l'imprudence d'un ouvrier qui était employé aux travaux de restauration de la cathédrale. Les dégâts sont considérables, vous allez en juger. La lutte contre le feu s'est poursuivie toute la nuit à la cathédrale de Nantes. L'origine de l'incendie est maintenant décelée. C'est un ouvrier qui réparait des joints sur le transept nord de l'édifice qui a mis le feu involontairement avec son chalumeau. À Nantes, en 1972, c'est donc le chantier de rénovation de la cathédrale qui a provoqué la destruction de la toiture et de la charpente. Alors, avant même que l'enquête ne commence à Notre-Dame, ce sont les travaux autour de la flèche qui semblent être pour tous la source de l'incendie. D'ailleurs, le premier message des pompiers qui arrivent sur place, c'est de dire feu suite à des travaux dans les combles. Les premières personnes soupçonnées, évidemment, ce sont ces ouvriers. Est-ce que ce jour-là, avant de descendre, ils auraient fait un point chaud sans le déclarer? Est-ce qu'ils auraient fumé là-haut, dans la charpente? Est-ce qu'ils auraient amené du matériel, du combustible, du matériel susceptible de brûler ou d'accélérer un feu? Est-ce qu'ils auraient, par négligence, provoqué cet incendie? Quand les accusations commencent à tomber, le PDG de la société d'échafaudage n'est pas à Paris. Julien Lebras se trouve à 300 km de la cathédrale, à Jarny, dans l'est de la France. C'est là qu'il apprend que Notre-Dame est en feu. Moi, je suis en réunion de travail donc en Lorraine et je reçois mon téléphone sonne une première fois, je décroche pas et je vois une deuxième fois un deuxième appel similaire et là je décroche. Je crois dans un premier temps à une mauvaise blague, on me dit que la cathédrale est en feu et je constate sur les chaînes d'infos en continu que c'est le cas.
Le feu se serait déclaré aux alentours de 18h50 selon les pompiers et l'a pris au niveau d'échafaudage. Il faut rappeler quand même que la cathédrale était en travaux. Il semble que le feu est pris à cause des travaux qui sont en cours. Il y a de très importants travaux qui sont en cours au sein de la cathédrale et le feu qui fait rage dans ses combles. Je ne m'attendais pas à avoir ces accusations au bout de quelques minutes. Je prends 3 affaires pour me diriger vers Paris et là je passe des coups de fil pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi j'interroge tout de suite mes équipes en leur disant que s'il y a eu une erreur ou une défaillance ou quoi que ce soit, un quelconque élément en notre possession, il faut que je le sache. Et je découvre, j'ai l'assurance de l'ensemble de mes équipes qu'ils y sont pour rien. Pendant que Julien Lebras fonce vers Paris en voiture, à Notre-Dame, après la chute de la flèche, les pompiers restent prudemment à l'extérieur de la cathédrale. Ils arrosent l'immense échafaudage qui se déforme sous l'effet de la chaleur et qui menace de se disloquer sur l'église. Ils arrosent aussi les pierres de Notre-Dame pour les refroidir. C'est une ambiance d'effroi toujours sur ce parvis, comme si ça pouvait s'écrouler. Je me faufile sur le côté pour m'approcher, puis de fil en aiguille, un peu poussé par ma curiosité et puis par ce spectacle, je m'approche jusqu'à la porte. Il y a des tuyaux partout, comme si c'était on est comme dans une salle d'opération avec des fils partout autour d'un espèce de grand malade que c'est cette cathédrale, et puis du plafond coule comme des espèces de morceaux de lave. Alors c'est du mélange de bois en fusion, de plomb en fusion. Non mais c'est un spectacle dantesque. Et tout au bout, il y a une espèce de bestiole en fer. C'est en fait le robot des pompiers, Colossus, et qui arrose l'intérieur de la nef pour que l'incendie ne se propage pas à l'intérieur. Et là, c'est un risque réel. Si l'incendie entre dans la cathédrale, c'est le trésor de l'église et les objets sacrés comme les reliques de la Passion du Christ qui sont en danger. Alors, une opération de sauvetage est montée avec le régisseur de Notre-Dame qui peut ouvrir les coffres et les armoires sécurisées et le conservateur régional des monuments historiques. Ma mission à ce moment-là, sur le parvis, c'est de sensibiliser le plus vite possible les pompiers d'aller dans la cathédrale, d'aller repérer ces trésors et puis d'en évacuer le plus possible avant que le sinistre ne gagne de manière trop importante. Antoine-Marie Préau et moi-même, on se retrouve coiffés d'un casque de pompier et nous voilà partis avec les pompiers à l'intérieur de la cathédrale. Pour atteindre le coffre des reliques, le petit groupe passe par l'arrière de la cathédrale. Le brasier est au-dessus de leur tête, mais ils sont protégés du feu par la voûte en pierre, qui tient toujours bon. C'est à ce moment-là que les pompiers nous demandent l'autorisation de casser l'ensemble des vitres qui habillent le coffre, recélant les reliques. Laurent Prade tente 1 ou 2 fois de mémoire, peut-être 3, avec le code dont il se souvient, d'ouvrir la porte de ce coffre. Et c'est vrai que je me rappelle immédiatement le premier chiffre du code, mais j'ai un trou de mémoire sur les 2 autres chiffres. Donc j'appelle mon collègue sacristain, que je n'arrive pas à joindre, parce que ce soir-là, en fait, les portables passaient très très mal. Et c'est 5, 6, 7 minutes après qu'il m'envoie enfin le code, et qu'avec Antoine-Marie Préau, on peut ouvrir le coffre et sortir les reliques. Nous prenons quand même quelques minutes pour répondre aux pompiers qui nous demandent ce qu'ils peuvent sortir. Et donc pendant les dizaines de minutes qui vont suivre, les pompiers vont faire des allers-retours dans la cathédrale pour sortir tout ce à quoi ils ont accès. Les plus beaux objets liturgiques, les calices, reliquaires, des vêtements liturgiques aussi de très grande qualité. Il peut y avoir des sculptures, il peut y avoir des livres. On ne pouvait pas vider la sacristie complète. Dans le trésor, il y a plus de 1300 objets. C'est pas en une nuit qu'on vide 1300 objets. Donc on a pris ce qui était possible d'emporter pour évacuer. Ces objets précieux, sortis de l'édifice en feu, trouvent refuge à la mairie de Paris, située ici, à moins de 1 km de Notre-Dame. L'hôtel de ville va abriter une partie du trésor de la cathédrale avant que le musée du Louvre ne le prenne en charge, dès le lendemain.
J'arrive à la mairie de Paris, je pensais beaucoup au trésor, parce que ce sont quand même des objets, je dirais, inestimables. Il y a tout qui arrive les uns derrière les autres, et puis c'est le moment que je vis, je pense, plutôt mal, puisque c'est le moment où j'ai fondu en larmes, et que c'est toute l'émotion accumulée pendant des heures et des heures sur le sujet, et puis à la fin, ben voilà, c'est sorti. Cet incendie, c'est une date qui marque l'histoire, mais voilà, mais c'est un désastre. Hein. En présence d'Anne Hidalgo, maire de Paris, le trésor de Notre-Dame est mis à l'abri dans un coffre-fort. Merci. Merci. Cela fait maintenant plus de 2 heures que le feu attaque la cathédrale. Sur le parvis, André Finot, le directeur du mécénat et de la communication de Notre-Dame, est toujours sidéré par le spectacle de la catastrophe. Voilà, je suis un peu sonné, quoi. C'est un cauchemar, un vrai cauchemar. Son téléphone ne cesse de sonner. Les gros donateurs américains viennent aux nouvelles, choqués par l'incendie et par l'argent de la restauration qui part en fumée. Et puis, il y a les demandes des médias du monde entier. En temps normal, j'avais calculé qu'on recevait presque 3000 demandes de tournage, reportage par an. Et là, le téléphone se met à sonner de façon complètement déraisonnée. Donc je vais recevoir plusieurs milliers de coups de téléphone en quelques heures, de France, des États-Unis, d'Angleterre, de Chine, du Japon. C'est un événement mondial. The roof is now entirely gone. De humo muy densa, visible desde prácticamente todo París. Behind those two iconic towers. أكثر من 800 عام من التاريخ والقيمة الأثرية. Sur les rives de la Seine, aux abords de la cathédrale, des catholiques bouleversés prient pour que Notre-Dame de Paris soit sauvée et que le bâtiment séculaire ne s'effondre pas. Physiquement, on ressent quelque chose d'assez incroyable. Autour de moi, j'entends une atmosphère, je saisis une atmosphère comme j'en ai jamais vu dans Paris. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui filment, il y a des gens qui parlent dans toutes les langues. On a l'impression comme ça d'une sorte de Babel en train de se détruire. C'est vraiment un spectacle étonnant, très étonnant. Les prières semblent exaucées. La cathédrale tient bon. Malgré le trou béant dans la voûte de la nef, provoqué par la chute de la flèche juste avant 20h, le feu ne se propage pas à l'intérieur de la cathédrale. Les 2 tours aussi sont épargnées. Le pire semble passé, il n'y a qu'à attendre que les poutres finissent de brûler. Mais un nouveau coup de théâtre va encore changer la donne. L'autre drame de cette soirée pour les pompiers, c'est le vent, la direction du vent. Le vent pousse les flammes vers la tour nord. Et la tour nord, à l'intérieur, elle tient les cloches. Là, le risque, il est là. C'est que si ça brûle, les cloches tombent. Les cloches tombent, ce sont des tonnes. Ça fait un cratère au sol. Le cratère déstabilise la structure. La tour nord tombe, entraîne l'autre tour. Et là, pour le coup, plus personne ne répond de rien. La tour nord de la cathédrale, c'est celle qui est à gauche lorsqu'on regarde Notre-Dame depuis le parvis. La tour sud, c'est celle qui est à droite. Elles abritent toutes les deux des cloches extrêmement lourdes. Les voici filmées avant l'incendie. Y accéder n'est pas simple. Elles sont maintenues par un assemblage complexe, tout en bois. Une charpente qui craint évidemment autant le feu que celle de la toiture. La structure est faite pour supporter les vibrations, mais pas pour lutter contre un incendie.
C'est du bronze, c'est du bois, ça bouge. Celle-ci, par exemple, pèse 6 tonnes. Et quand elle est en mouvement, toutes les poussées sont démultipliées. Et tout ça bouge, c'est vivant. Voilà. Il y a 8 cloches dans la tour nord et 2 autres énormes qu'on appelle bourdons dans la tour sud. Chacune d'elles porte un nom. Donc là, on démarre avec Jean-Marie, c'est un La dièse. On va ensuite lancer Maurice, qui est un Sol dièse. Benoît Joseph, qui est un Fa dièse. Et Étienne, qui est un Fa. La plus lourde, c'est Emmanuel, un bourdon qui pèse plus de 13 tonnes et qui ne sonne que pour les grandes occasions religieuses ou les moments forts qui touchent la nation. Ce 15 avril 2019, l'incendie a donc fini par gagner la tour nord, sa charpente et ses cloches. Ces petites flammes qu'on aperçoit sont désormais le plus grand danger qui menace la cathédrale. Mais le problème, c'est que depuis la chute de la flèche, les pompiers sont repliés à l'extérieur de Notre-Dame. Il est 21h, la situation devient critique. Le général des pompiers me dit « Monseigneur, la tour nord est en feu. Il faut tout faire pour essayer de l'éteindre. Si on n'y arrive pas, la cathédrale disparaît sous vos yeux. » Et quand le général Gallet dit ça, il nous dit, là, il y a 1 heure, ça passe ou ça casse. C'est les mots qu'il emploie, ça passe ou ça casse. Et là, on se dit, donc ça peut casser. Oui, l'heure et demie est déterminante parce que pour nous, il s'agit de gagner la bataille contre la propagation, d'enrayer la propagation qui menace de ravager cette tour nord. Le beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'importance des dégâts. Donc, l'heure et demie qui vient est déterminante. Donc à 21h, le général Gallet, il est avec le président de la République. Il explique qu'il faut reconquérir le terrain des beffrois, qu'il faut remonter dans les beffrois. Et c'est à ce moment-là seulement, à 21h, que le fameux sauvetage de Notre-Dame par les pompiers commence. Le général Gallet va prendre la décision, cette fois-ci, de risquer la vie de ses hommes. C'est un risque terrible pour les pompiers, parce que c'est dangereux. On peut perdre 10 pompiers ou 20 pompiers. Si on lâche maintenant, il tombe. Si on voit les flammes à l'intérieur. Donc tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort. Vos craintes sont là. C'est là, voilà, ici et là. La tour gauche. Et là, le risque, c'est un effondrement. Oui. Si là, ça s'effondre, ça va affaiblir. Et là, avec la chaleur, celle-ci peut tomber une demi-heure après. Et donc, le général Gallet dit au président de la République, Monsieur le Président, voilà, si les charpentes des tours prennent feu, les cloches tombent, et donc tout tombe. Et donc, il faut envoyer des hommes au contact du feu. Mais ça veut dire implicitement que si les hommes ne gagnent pas le combat, la tour s'écroule et que les hommes risquent fort de s'écrouler dans la tour. Il va y avoir des moments des hauts et des bas. Les pompiers retournent donc dans la cathédrale pour combattre au péril de leur vie le feu dans la tour nord. Et pendant qu'ils luttent contre l'incendie, celui qu'on désigne déjà comme le responsable de la catastrophe, le PDG de la société d'échafaudage, arrive à Paris. Et il a bien du mal à accéder au parvis de Notre-Dame. C'est un vrai défi que d'arriver jusqu'à la cathédrale. On entend à la radio qu'il est déjà annoncé que c'est pas un incendie criminel, que c'est sans doute lié aux travaux. Tout le monde nous voit comme les incendiaires à la cathédrale, les responsables du drame. Et à tous les points de contrôle, j'ai le droit à « Ah oui, c'est vous qui avez mis le feu. Ah oui, d'accord, c'est vous l'incendie, c'est vous... ok, attendez, on va vous présenter à la police. » Et il se passe quoi, 10-15 minutes. Et au bout de 10-15 minutes, on me dit « Il faut vous rendre tout de suite à la brigade criminelle. » J'ai pleinement conscience que ça va être dur et long et que ma vie n'est plus la même à partir de cet instant-là. Alors que Julien Lebras est entendu par la police criminelle, les sapeurs-pompiers parviennent à repousser les flammes qui menacent la tour nord de la cathédrale. Et ils écrivent l'épilogue de ce film catastrophe qui tient le monde en haleine
depuis le début de la soirée. Là, les pompiers vont gagner cette deuxième manche. La deuxième manche, ils vont la gagner, les pompiers. Deuxième manche de la soirée, le deuxième incendie. Ils vont parvenir à l'éteindre et avoir raison du feu de la charpente du beffroi Nord. Les cloches ne tomberont pas et Notre-Dame restera sur pied. Ce qui s'est passé ce soir à Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame est évidemment un terrible drame. Et je veux avant toute chose avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Au moment où la foule applaudit les sauveteurs de Notre-Dame et que le feu est désormais sous contrôle, on pourrait penser que l'histoire est terminée. Mais en fait, elle réserve encore bien d'autres rebondissements. Le lendemain de l'incendie, la façade et les murs de Notre-Dame de Paris semblent ne porter aucune trace du feu dévastateur. C'est la cathédrale, vue du ciel, qui permet de découvrir le spectacle de désolation. Fond Notre-Dame de Paris à l'appareil. La catastrophe provoque un incroyable élan de générosité internationale. Le Fonds Notre-Dame de Paris, la Fondation du patrimoine, reçoivent une avalanche de chèques et de virements. Plus de 900 millions d'euros tombent dans les caisses en quelques mois. C'est 6 fois plus que la somme qui était nécessaire à la restauration de la cathédrale avant l'incendie. Mais si la reconstruction de Notre-Dame ne fait aucun doute, si les flammes sont éteintes, les questions sur l'origine du sinistre sont loin d'être étouffées. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se déclenche? Enfin, forcément, quand vous voyez un incendie, la première question c'est mais comment ça a été possible que ça se soit déclenché comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Alors, c'est qui le coupable? Voilà. Donc il nous faut le coupable. Alors, le coupable est-il vraiment celui que tout désigne comme le responsable de l'incendie, le PDG de la société d'échafaudage, Julien Lebras? Le soir de la catastrophe, il a été entendu toute la nuit par la brigade criminelle. Et le lendemain matin, il est l'un des premiers à revenir sur le site de la catastrophe. Au moment où on quitte la brigade criminelle, il est aux environs de 6 h du matin, donc on a passé 8 heures en audition libre. On est sous l'effet du choc, mais on se rend immédiatement de nouveau sur le site de la cathédrale. Donc là, il y a environ 80 chaînes de télé du monde entier qui sont présentes. C'est un drôle de comité d'accueil et on se sent un peu regardé comme un terroriste. Donc je leur fais un point sur la situation et puis je remonte que j'ai pas de raison de me cacher. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'au moment du départ de l'incendie, absolument aucun des salariés de ma société n'était présent sur site. L'ensemble des dispositifs de sécurité et des procédures ont été respectés. Face aux caméras, le patron maintient que ses ouvriers sont innocents. Mais rien n'y fait. Les accusations perdurent. En fait, les questions, elles tournent toujours autour des sujets sensibles qui ont été évoqués ça et là. Dire, les ouvriers ont fait un barbecue en haut de l'échafaudage, ils ont fumé à l'intérieur, ils ont soudé, il y a eu des travaux par point chaud. On a vraiment toutes les hypothèses qui défilent. Et dès le 16 avril, le standard explose. C'est des messages d'insultes, c'est des menaces, c'est des courriers plus ignobles les uns que les autres. On nous dit qu'on est des assassins, on nous dit qu'il faudrait qu'on brûle nous-mêmes. On nous dit qu'il faut qu'on regarde derrière nous maintenant quand on se promène dans la rue. Et voilà,
On a tout ça. Le problème pour Julien Lebras, c'est qu'au lendemain de l'incendie, il est impossible de vérifier toutes ces déclarations. D'ailleurs, les enquêteurs de la police scientifique ne peuvent toujours pas accéder à la cathédrale. L'incendie de Notre-Dame est un incendie gigantesque, mais après les enquêteurs sont confrontés à un chantier aussi titanesque de déblaiement des débris d'un monument en fait qui est d'un édifice qui est encore bancal et sur lequel il est très difficile de travailler, d'accéder. On a une urgence, car il fallait consolider la cathédrale. Ça prend du temps. Pour que la police scientifique puisse travailler, la cathédrale meurtrie doit donc tout d'abord être sécurisée. Malgré le poids de la suspicion qui pèse sur elle, les équipes de la Société d'échafaudage participent activement aux travaux et espèrent échapper aux accusations. Car des hypothèses pour expliquer ce qui a pu se passer, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Ça peut être un pyromane, ça peut être un grimpeur qui a fait le con, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, oui. Il y a des pyromanes qui allument des feux de forêt tous les ans. Et on va essayer de se déplacer vers Notre-Dame. Vers Notre-Dame, ouais, par là-bas, ça a l'air sympa. Ouais, on est dans une ruelle, là, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc ça va se faire. Et si les responsables de l'incendie étaient en fait des grimpeurs, comme ces deux jeunes? Car étonnamment, les intrusions dans la cathédrale, c'était monnaie courante avant la catastrophe. Ouais, c'est bon. Yes. Voilà. Vous allez voir comment ces jeunes grimpeurs vont prendre tous les risques pour transformer Notre-Dame de Paris en terrain d'excursion à sensations fortes. C'est une notoriété publique qu'il y avait des grimpeurs à Notre-Dame, et plus les systèmes de sécurité étaient mis, plus ils trouvaient de nouvelles solutions. Voilà, il aurait fallu cercler Notre-Dame de barbelés sur l'ensemble de la cathédrale pour empêcher ça. Il y a un moment, c'était même pas possible. Techniquement, il y a un moment, les grimpeurs sont tellement capables de tout qu'il est impossible de les empêcher de grimper, quoi. Il y a des réunions exceptionnelles qui sont convoquées sur ces intrusions intempestives qui menacent le patrimoine, la sécurité, notamment, entre autres, la sécurité du bâtiment, mais aussi la sécurité des personnes qui s'y introduisent, puisque ces personnes restent une nuit entière sur le toit, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est vrai que la sécurité laissait parfois un petit peu à désirer sur ce plan-là. En effet, ces jeunes prennent appui sur des pierres usées qui risquent de se desceller, et ils se déplacent sur des arcs-boutants fragilisés. Suspends-toi, ouais, c'est bon. Yes. Est-ce que le jour de l'incendie, après le départ des ouvriers, un grimpeur de ce genre-là aurait pu mettre le feu en abandonnant par exemple une cigarette ou en allumant volontairement un foyer? Impossible à savoir. Car chose incroyable, aucun système de vidéosurveillance n'équipait les combles et la toiture de la cathédrale. Dans les défaillances que l'on peut recenser de cette nuit-là, c'est l'absence de caméras. Puisqu'au fond, si des caméras avaient été installées, des petites caméras, vous savez, des caméras, ça vaut 3 francs 6 sous aujourd'hui une caméra. Si des caméras avaient été installées, on pourrait dire avec certitude, est-ce que quelqu'un est monté? Est-ce que quelqu'un est venu déposer quelque chose? Il n'y a pas de caméra. On va monter Notre-Dame. Ah ouais, il y avait une super vue. C'est magnifique. Toutefois, après avoir enfin recueilli les premiers indices dans les débris, la police fait tomber la piste de l'intrusion et d'une catastrophe provoquée par un pyromane. La thèse criminelle est très rapidement écartée, puisque les enquêteurs ne retrouvent pour le moment aucune trace suspecte d'hydrocarbures qui auraient pu être déversés par un pyromane ou par une autre personne malveillante. D'un côté, la police et la justice écartent la piste criminelle. De l'autre, les ouvriers d'Europe Échafaudage clament leur innocence. Alors comment expliquer l'incendie? Une dernière hypothèse va mener les enquêteurs
de surprise en surprise. Il restait une possibilité importante, c'est la thèse électrique, le court-circuit. Et là, on a découvert quand même des choses un peu étonnantes. D'abord, on s'est aperçu que dans la charpente, il y avait des fils électriques, alors que là, il y a un risque de court-circuit. Oui, c'est vrai que les enquêteurs découvrent très vite que, contrairement à toutes les règles, qui veut que ces vieilles charpentes en bois soient absolument vierges de tout appareillage électrique, en 2012, le clergé a demandé une première fois, quand les cloches de la tour nord ont été changées, à pouvoir électrifier les cloches de la Flèche pour que Notre-Dame ne soit pas silencieuse. Les cloches de Notre-Dame, les gros bourdons des tours, sont en réparation. On change les cloches, il y a des cloches qui sont changées. Et donc les bourdons ne fonctionnent plus. Notre-Dame n'a plus de cloches. Impensable pour le clergé. Notre-Dame sans cloche, c'est comme un repas sans fromage, c'est pas possible. Il faut des cloches. Alors comme il faut des cloches, ils se sont rappelés qu'il y avait au-dessus, dans la Flèche, ce qu'on appelle des cloches du chapitre. Et on pouvait certes les sonner à la main, ding-dong comme ça, mais on ne va pas les sonner à la main. Et ils ont demandé à les électrifier. L'État, propriétaire du bâtiment, n'a pas répondu dans un premier temps, et puis a fini par donner son accord. Donc ces cloches ont été électrifiées, contrairement à toutes les règles. Et ces cloches ont été électrifiées alors même que cette charpente de la Flèche donne du fil à retordre, puisque c'est la raison pour laquelle il y a ce gros chantier. Rappelez-vous, c'est cette flèche qui était en piteux état. C'est elle qui motivait les premiers gros travaux de rénovation. Sa structure de bois et de plomb était abîmée. L'eau des pluies menaçait de s'infiltrer dans les combles. Rien de tout ça n'est vraiment étanche. Mais pourtant, ces cloches sont électrifiées dans la Flèche. Non seulement il faut donner une impulsion électrique pour les faire sonner, mais c'est un appareil électrique qui fait sonner les cloches. Le jour de l'incendie, donc il y a une messe qui commence à 18h, et ben on fait sonner les cloches, et là, il y a une coïncidence qui est un peu troublante. 20 minutes après, il y a l'alerte incendie. Bon. Pour l'enquête judiciaire, cela fait partie de l'hypothèse la plus sérieuse, celle d'un court-circuit électrique lié à ces cloches, dans la Flèche, la partie la plus fragile, la plus endommagée du bâtiment. Le feu a pris à la base de la Flèche. Bon ben voilà, ça a pris à l'endroit le plus sensible. Et c'est à l'endroit le plus sensible qu'on faisait passer des fils électriques. C'est quand même, ça laisse un peu, effectivement, ça laisse un peu pantois. Alors, les ecclésiastiques qui avaient demandé à électrifier les cloches de la Flèche seraient-ils finalement responsables d'avoir augmenté les risques incendies dans la charpente de la cathédrale? Jamais je me suis dit « tu es coupable ». Jamais. Jamais. Je n'ai aucune culpabilité parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que la cathédrale ne nous appartient pas. C'est l'État qui est responsable de la sécurité incendie. Si je veux planter un clou, il faut que je demande à l'État l'autorisation. S'il faut électrifier, il est bien évident que c'est l'État qui suit les travaux, que ce n'est pas nous qui les faisons, c'est l'État qui suit les travaux. Par définition, je fais confiance. Donc, je me dis, les gars, ils sont compétents. En tout cas, moi, je ne suis pas compétent, ça, c'est clair. Faute d'indices déterminants, il sera peut-être impossible de savoir un jour ce qui a réellement provoqué l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Mais étonnamment, dans cette histoire, connaître l'origine des flammes n'est peut-être pas le plus important. La principale question qui se pose, c'est comment a été conçu ce système incendie. Pourquoi un système incendie a été à ce point défaillant? Pourquoi un système incendie n'a-t-il pas empêché qu'un début de feu se transforme en gigantesque fiasco? En fait, tout est parti d'une idée fausse. Tout est parti d'une idée qui va s'avérer dans la nuit du 15 avril absurde, selon laquelle, si un feu devait arriver à cet endroit-là, il serait lent, il serait à propagation lente. En effet, il y a cette croyance assez étrange que ces poutres en chêne, vieilles de plusieurs siècles,
aussi épaisses qu'elles étaient, n'auraient pas pris feu d'un coup. C'est pas une allumette en fait, c'est pas un petit feu de cheminée. Les concepteurs du système incendie, installé dans les années 2010, pensaient donc que la charpente ne pouvait pas s'enflammer rapidement. Et ils étaient persuadés qu'en cas d'alerte, les surveillants de Notre-Dame auraient largement le temps de venir voir s'il y avait vraiment un départ de feu avant de prévenir les pompiers. C'était ça l'idée. Cette idée selon laquelle il suffisait d'installer là-haut dans la charpente des capteurs de fumée et qu'à la moindre fumée, on aurait le temps d'intervenir. Alors le 15 avril va montrer exactement l'inverse. Et ce n'est pas tout. Cette erreur d'appréciation a semble-t-il été aggravée par l'absence de système protecteur dans la toiture. Il existe pourtant une technique efficace qui consiste à compartimenter les combles avec des murs en béton anti-feu. Cela existe par exemple à Nantes. Souvenez-vous, c'est la cathédrale qui a failli être détruite par le feu en 1972. Un incendie semblable à celui de Notre-Dame. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes en feu. Une enquête est ouverte. C'est toujours cette cathédrale qui a été victime le 18 juillet 2020 d'un incendie criminel. 3 départs de feu à l'intérieur du bâtiment détruisent le grand orgue. Mais ce jour-là, les flammes ne se propagent pas à la toiture, bien protégée par la voûte de la nef et les murs coupe-feu en béton. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avant qu'on ait compartimenté l'espace par ces murs, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait un volume de combles qui était unique, en bois, sans aucune interruption. Donc une des mesures phares a été de compartimenter effectivement ces volumes par une succession de murs coupe-feu qui définissent en fait des cellules. Et là on peut en voir une, de manière à ce que dans l'hypothèse il y aurait une explosion d'incendie dans une partie comme celle-là, qu'elle puisse être circonscrite à cet alvéole, le temps que les pompiers arrivent et puissent lutter contre l'incendie. Les murs anti-feu comme ceux-ci ne faisaient donc pas partie de l'équipement de Notre-Dame de Paris. Et l'explication, aujourd'hui, paraît bien étonnante et ironique. C'est parce que ces protections risquaient d'abîmer la charpente du Moyen-Âge. Ça c'est vrai, oui, il n'y avait pas eu de mur anti-feu pour ne pas dénaturer la charpente, notamment d'un point de vue purement esthétique. Ils ont dit on ne va pas dénaturer la charpente, elle est tellement belle que ça vaut pas le coup. Et ils ont pris aussi la décision de ne pas installer là-haut, vous savez comme il en existe dans tous les grands magasins, des fameux systèmes, des brumisateurs, des systèmes qui en cas d'incendie commencent par arroser. Ça aussi, ça aurait défiguré la charpente. Bilan des courses, il n'y a plus de charpente. Pas de brumisateur, pas de mur coupe-feu, pas d'alarme reliée directement à une caserne, pas de caméra de surveillance. À Notre-Dame, la sécurité incendie reposait donc avant tout sur la fiabilité des détecteurs de fumée et sur la compétence des agents de la société Elitis installés dans le petit local de surveillance. Seulement voilà, il semblerait qu'à la veille de l'incendie, le dispositif n'était plus au top niveau. Dans les années 2000, on a décidé d'installer un PC sécurité, ce qui était la moindre des choses, ce qui était très bien, PC sécurité avec des détecteurs d'incendie dans la charpente et dans d'autres endroits d'ailleurs. Qui décide d'installer ça? C'est l'État. Et au début, on décide qu'il y aura 2 salariés pour faire cette surveillance. Ils s'entraînent à connaître les lieux, ils connaissent les lieux par cœur puisqu'ils déambulent toute la journée et ils sont aussi ce relais pour s'entraîner à monter rapidement, accéder aux combles le plus rapidement possible, à connaître les escaliers, voilà. Et puis on décide peu après, pour des raisons budgétaires, de supprimer un des 2 postes. Donc il n'y aura plus qu'une seule personne. Il y avait la réduction des effectifs qui, là, vient directement du ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires culturelles, qui, en 2014-2015, a coupé en 2. Concrètement, on avait une personne au presbytère qui surveillait le poste de sécurité incendie, une autre personne qui pouvait éventuellement faire des rondes. Ça a été coupé en 2, donc vous n'aviez plus qu'une personne, c'est clair et net. Et donc comment on a fait pour pallier cette réduction d'effectifs? On a formé les employés du diocèse à la sécurité incendie.
Donc des personnes qui faisaient par exemple l'accueil du public, le contrôle des sacs, les fouilles, etc. Et qui pouvaient, entre guillemets, assumer en partie le rôle des employés de sécurité incendie dont c'était à la base la tâche première. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir toujours les mêmes personnels qui sont sur place, qui connaissent bien les lieux, etc., on va avoir un turnover très important. Donc avec problème de former les gens à chaque fois, etc. C'est donc dans ce contexte dégradé que le 15 avril 2019, un nouveau surveillant se retrouve seul au PC Sécurité de Notre-Dame. Le coup du sort est terrible. C'est précisément ce jour-là, à 18h18, qu'a lieu le départ de feu. Il ne comprend pas où se trouve l'incendie. Les informations qu'il communique sont approximatives. Pendant une demi-heure, personne ne trouve les flammes, alors que 5 minutes auraient dû suffire. Vous savez, je n'ai pas un tempérament vengeur. Donc, je me dis un peu, c'est la faute à pas de chance, voilà. C'est plutôt ça que je me dis. C'est quand même pas de chance du tout, parce qu'elle n'avait pas brûlé pendant 850 ans. Donc c'est la faute à pas de chance, et puis c'est la faute un peu à tout le monde. C'est un peu la faute à tous ceux qui avaient en charge, d'une façon ou d'une autre, la vigilance autour de ce vieux bâtiment qui était déjà malade, ce vieux bâtiment qui n'était pas en forme, et puis ce vieux bâtiment qui allait être chamboulé par tous ces travaux, qui allait être chamboulé par cette présence d'ouvriers permanente là-haut, et qui allait être bougé, dérangé. C'est ça le feu, c'est cet ensemble de causes, de négligence, d'absence de vigilance. Ça n'aurait jamais dû brûler. Ça n'aurait jamais dû brûler. Désormais, la cathédrale est donc en profonde rénovation. La toiture et la flèche doivent être totalement reconstruites. L'objectif fixé est que les portes de Notre-Dame de Paris puissent rouvrir au public en 2024, même si les travaux ne sont pas complètement finis. Entre-temps, la justice aura peut-être réussi à démêler les responsabilités de la société d'échafaudage, celles de la société de sécurité, celles du clergé et des services de l'État dans ce brasier historique, le grand incendie du 15 avril 2019.